Bonjour à tous, donc je suis Siloé Hermile, chef de projet pour le programme EduRénov. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire dédié à l'audit énergétique. Donc l'audit énergétique, alors d'abord, c'est quoi l'intérêt de faire un audit énergétique, comment comprendre ses enjeux, mais aussi des conseils pour savoir l'analyser, le comprendre, le prendre en main et puis en faire un véritable outil d'aide à la décision. On terminera par quelques conseils, également pour savoir trouver le bon auditeur et s'assurer de bénéficier ainsi d'un audit qualitatif, et utile. Alors du coup, aujourd'hui, pour répondre à toutes ces questions, je vais partager mon écran. J'espère que vous le voyez tous. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir, monsieur le maire Victorien Lemans. Je l'ai pas vu dans la salle d'attente, mais j'imagine qu'il est là. Voilà, donc maire de la commune de Rohan, une petite commune du Morbihan. Également Gwenolé Toutain, chef de projet Petite Ville de demain, notamment pour la commune de Rohan. Et également, donc voilà, la commune de Rohan pour témoigner de leur expérience d'audit appliquée à leur projet de rénovation d'école. Et par ailleurs, des experts de la rénovation énergétique avec le bureau d'études ID, qui a accompagné la commune de Rohan, entre autres, avec donc Bastien Lamé et Tom Dumont, qui sont tous les deux ingénieurs en efficacité énergétique pour ce bureau d'études. Alors, on va commencer par quelques mots de contexte, si vous le voulez bien, Gwenolé ou Monsieur Lemans. Gwenolé, ton micro est coupé, je pense. Oui. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, donc monsieur Lemans a un petit peu de retard, donc je vais présenter un petit peu la commune et puis comment a émergé un petit peu le projet de rénovation de l'école de la ville Moisan à Rohan. Donc Rohan, c'est une petite commune rurale voilà, du nord du Morbihan, enfin du nord du Morbihan en plein centre Bretagne, donc dans un territoire rural. C'est comme une petite centralité sur son bassin de vie et qui, du coup, la commune a été lauréate du programme Petite Ville de demain. Et voilà, depuis juin 2022, avec de nombreux projets en cours sur la commune, la rénovation de la mairie, des interventions assez fortes sur les espaces publics qui vont arriver dès cette année, des actions sur les mobilités douces, voilà, donc beaucoup de projets en parallèle. Et sur la question de l'école, de la rénovation de l'école de la ville Moisan, disons pour revenir un petit peu sur l'émergence du projet, c'est surtout c'est un projet qui a émergé suite à un constat d'inconfort par les usagers, notamment voilà, durant l'été, voilà, fin d'année 2022 et l'été 2022, avec une problématique de confort d'été assez forte sur le bâtiment. Et par ailleurs, voilà, des consommations énergétiques relativement importantes sur ce bâtiment. Donc, c'est un bâtiment des années 70, chauffé au fioul. Donc, voilà, performance énergétique très dégradée. Et à ça s'ajoute aussi l'arrivée du décret tertiaire qui oblige à intervenir de manière assez ambitieuse sur ce type de bâtiment pour rentrer dans ce cadre-là. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Et donc, dans le cadre du programme Petite Ville de demain, on avait des liens assez forts avec différents partenaires qui avaient été établis par ailleurs sur d'autres projets, notamment la Banque des Territoires, l'intercommunalité. Et donc, ça a permis tout ça de nous orienter un petit peu sur la démarche d'audit. Donc, la démarche d'audit qui a vraiment été préalable à la définition du projet. Pontivy Communauté était lauréat du programme Acté Sequoia, ce qui a permis à la commune de bénéficier d'un cofinancement sur cet audit. Et par ailleurs, les liens établis avec notamment les services déconcentrés de l'État et la Banque des Territoires nous ont permis aussi d'identifier les différentes subventions dont la commune pourra bénéficier pour ce projet en phase travaux. Donc tout ça a permis un petit peu de sécuriser un peu le projet d'un point de vue financier aussi. Voilà, et par ailleurs, la commune de Rohan a candidaté au programme Acté pour le fonds CHEM.
Et voilà, on vient d'apprendre que la commune est bien lauréate du Fonds Chêne, donc ce qui va permettre aussi de financer toutes les études, de cofinancer les études de conception-réalisation suite à cet audit. Donc l'audit a été réalisé en octobre-novembre 2023. Et ensuite, il y a une restitution qui s'est faite, qui a été faite à la commune. Et tout ça a permis de choisir une restitution qui a été très, très bien reçue par les élus, et ce qui leur a permis de se décider vraiment sur un scénario de travaux et sur cette base d'élaborer le programme, et avec maintenant une consultation pour le recrutement de la maîtrise d'œuvre qui est en cours. Donc voilà, que dire de plus un petit peu sur la commune, que c'est une commune où il y a beaucoup d'établissements scolaires, donc le projet un petit peu global de Petite Ville de demain, il vise aussi à renforcer un petit peu, disons, la place des familles et des enfants dans la commune, donc à la fois par des interventions sur les espaces publics, mais aussi sur les équipements, dont l'école, qui est effectivement un équipement majeur. Donc ça s'inscrit aussi dans une stratégie un petit peu d'attractivité pour les familles sur la commune, et disons aussi de bien-être des enfants sur la commune. Donc, voilà un petit peu pour présenter la commune et comment le projet a émergé et s'intègre dans le projet global qui est porté à l'échelle communale. Peut-être Monsieur le maire, si tout à l'heure, pour en dire un petit peu plus. Oui, ouais, quand il arrivera. Ok. Alors, merci pour cette petite introduction. Je laisse la parole à Bastien ou Tom. Oui, c'est moi qui vais prendre la parole. Donc bonjour à tous. Tom Dumont de la coopérative ID. Donc nous, on est un bureau d'études qui travaillons sur la performance énergétique des bâtiments d'une manière générale, en passant par la rénovation énergétique et les énergies renouvelables sur le photovoltaïque, les réseaux urbains de chaleur, etc. On intervient surtout sur la région Normandie, la région Bretagne, le département de la Corrèze, et puis un peu les régions limitrophes. On travaille pour tout type de porteurs de projets, les particuliers, les tertiaires privés, les collectivités, et sur tout type de projets, de résidentiel, tertiaire, même industriel dans certains cas. Et donc, on avait accompagné la commune de Rouen pour leur école, et aussi pour la mairie juste après, sur ces sujets-là. Donc là, je vais répondre à la première question, pourquoi faire un audit? Mais avant ça, je voudrais juste introduire un élément un peu particulier sur les audits, c'est de vous parler des deux écoles des auditeurs. Il y a première école d'auditeurs plutôt classique, qu'on va dire, qui font de l'audit réglementaire. Donc ça vient de... il y a une vingtaine d'années, les bureaux d'études qui travaillaient sur le génie climatique, donc qui sont là pour faire les dimensionnements de chauffage, de ventilation, etc. Il y a une vingtaine d'années, on a commencé à leur demander d'établir des audits énergétiques pour poser des éléments factuels réglementaires sur les performances des bâtiments, etc. Donc, c'était des audits qui se voulaient très technico-techniques, sans forcément être un réel outil d'accompagnement. Donc ça, c'est ce que j'appelle les audits réglementaires. Et depuis quelques années est émergé l'audit conseil, parce que beaucoup de collectivités, en tout cas de porteurs de projets d'une manière générale, étaient pas suffisamment satisfaits, je dirais, de cet élément très, très technique qui ne les aidait pas à forcément prendre une décision. Et donc est apparu l'audit, ce que moi j'appelle l'audit conseil, comme nous on peut le pratiquer, avec donc quand même le volet réglementaire, bien évidemment, mais on essaye d'aller plus loin sur certains aspects pour que l'audit soit plus pédagogique, pour que le porteur de projet puisse vraiment s'approprier les résultats, les différentes possibilités, et que du coup, l'audit soit un réel outil d'aide à la décision et un outil programmatif pour les collectivités, pour vraiment pouvoir acter derrière des travaux qui soient efficaces, durables, et que la collectivité prenne ses choix en toute connaissance de cause. Donc voilà, donc tout le long de la présentation, on va souvent reparler d'audit réglementaire et d'audit conseil, donc faire bien le distinguo entre les deux. L'audit réglementaire peut être intéressant, mais il est vraiment, je dirais, plus basique que l'audit conseil. Et donc, je ferai certainement le distinguo plusieurs fois dans cette présentation. Donc, je tenais à expliciter cela avant. Donc maintenant, pourquoi faire un audit? Donc, il y a bien évidemment les aspects réglementaires,
pour répondre aux aspects réglementaires, hein, notamment le décret tertiaire qui est arrivé il y a 2 ans maintenant, qui impose des niveaux de rénovation sur les bâtiments. Pour l'instant, c'est 1000 mètres carrés, il parle de baisser à 500 mètres carrés. Donc voilà, en tout cas, l'objectif de l'audit, ça va être de répondre à ces objectifs réglementaires, mais aussi des objectifs réglementaires, mais dans l'obtention des subventions. Maintenant, la plupart des subventions demandent un prérequis d'audit et de résultats sur cet audit. Notamment le fonds vert DETR, eux, demandent 30% la plupart du temps de réduction de consommation. Et donc voilà, l'audit peut être demandé dans ces 2 cas de figure, réglementaire et de subvention. Il peut être demandé aussi l'audit quand voilà, le porteur de projet ne sait pas trop comment agencer sa programmation de travaux, ne sait pas trop forcément comment l'isoler, comment le chauffer, comment le ventiler. L'idée de l'audit, ça va être d'apporter de l'exhaustivité sur ces sujets-là, de pouvoir poser les différentes solutions et de pouvoir livrer un outil qui va permettre à la collectivité d'arbitrer sur les choix de la rénovation énergétique selon tout un tas de critères en fonction des inconvénients, des contraintes et des objectifs que pourrait avoir la collectivité. L'audit va pouvoir répondre à cet objectif de programmation et d'arbitrage de travaux. Il va pouvoir répondre aussi, bien évidemment, à la réduction des consommations d'énergie pour réduire la facture d'énergie. Hein. Depuis quelques années, ça augmente de plus en plus rapidement. Et donc, voilà, pour faire des économies sur l'exploitation des bâtiments d'une collectivité, l'audit peut répondre bien évidemment à ça. Revaloriser certains biens aussi, des bâtiments qui seraient un peu vétustes ou désuets. Voilà, l'audit peut être aussi un moyen de revaloriser forcément des bâtiments indirectement par le biais des travaux. Et l'audit peut être aussi un outil qui permet de pointer des éléments d'expertise bien particuliers, parce que l'audit va avoir une vision très globale sur le bâtiment, mais il peut être aussi amené à répondre à des problématiques singulières sur la gestion du bâti ancien. Le bâti ancien, lui, ne peut pas être rénové n'importe comment, donc c'est important de pouvoir cibler certains éléments là-dessus. Les ponts thermiques, les défauts d'humidité, les surchauffes estivales comme on en avait à l'école de Rouen, les défauts d'étanchéité à l'air, les problèmes de régulation de système, et puis j'en passe. Hein, voilà, tous ces petits points particuliers, s'il y a des problématiques ponctuelles, l'audit doit pouvoir les pointer et trouver des solutions adaptées sur chacun de ces points-là aussi, et de l'intégrer dans la programmation des travaux pour résoudre ces problématiques-là. Donc voilà un petit peu sur pourquoi faire un audit. Et pour le paragraphe suivant, je vais laisser la parole à mon collègue Bastien. Ouais, merci. Bonjour tout le monde aussi. Bastien Lamère, donc je suis responsable de l'agence Bretagne, qui est voilà, ouverte depuis 2 ans maintenant, qui était déjà sur les collectivités, mais je l'ai développé notamment sur les maisons individuelles et puis maintenant sur le tertiaire et copropriété. Donc je réalise des audits énergétiques. Je fais aussi de l'assistance maîtrise d'ouvrage, la formation de groupements d'artisans à la rénovation performante en maison individuelle avec la structure qui s'appelle Dorémy, du conseil et diagnostic radon, puisque la Bretagne, mais pas seulement, la Normandie aussi, notamment la Corrèze, sont concernés par le radon, et aussi les ERP. Et puis, je suis très porté sur l'humain et j'anime des ateliers sur l'amélioration du confort d'été et du confort d'hiver, voilà, en relation avec le changement climatique. Donc, je vais prendre à la suite de Tom sur par où on commence dans l'audit. Avant la visite d'audit, Tom a dit qu'on était, très orientés maintenant aussi sur la prise en compte des besoins autres que techniques et la pédagogie. Donc avant la visite d'audit, déjà, il y a des entretiens en fait, avec le personnel technique et puis les usagers des bâtiments pour bien cerner les besoins qui peuvent justement être alors soit techniques, là on en a listé quelques-uns comme la chaudière. Gwénolé parlait tout à l'heure de la chaudière fuel, donc du besoin de changer ces systèmes de chauffage. La ventilation, qui était pour partie en panne, l'humidité, les pans thermiques. Et déjà, humidité, pan thermique, là, on commence à dériver, même ventilation, en fait, sur la notion de confort et voire de santé par rapport à des problèmes, par exemple, de moisissure ou d'allergie qui pourraient avoir lieu dans certains bâtiments. Et donc, les besoins, en avance de phase, avant de faire la visite et de regarder tous ces aspects techniques, on a fait des entretiens téléphoniques avec le service technique qui s'occupe du bâtiment, donc de l'école, et puis de la maintenance.
et puis la directrice de l'école, voilà, qui a fait état de sensations d'inconfort, notamment de froid, de courant d'air, etc. Donc, c'est important pour nous de lister ces points-là parce que nous, on pense que c'est au moins aussi important en fait, que des facteurs qui peuvent être économiques ou écologiques dans le bâtiment, puisque avant tout, en fait, il y a des personnes dedans. Voilà, donc voilà, on peut passer au transparent suivant qui synthétise voilà, c'est ça, qui synthétise en gros les différentes étapes d'un audit énergétique qu'on peut. Alors, prenez-le comme une synthèse, ce transparent-là, parce qu'on va dérouler maintenant un rapport type qu'on a anonymisé pour partie. Et donc, c'est vraiment une synthèse de ce qu'on trouve dans un rapport d'audit. Bon, 3 étapes. Donc, la visite de l'état des lieux. Alors, la visite, il manque peut-être quelque chose qu'on n'a pas vraiment bien listé ici, mais avant la visite, on demande aussi pas mal de documents, en fait, préparation de documents, dont les consommations énergétiques, dont certaines bases de données, type Opera, voilà, des choses un peu techniques pour nous aider aussi à préparer cette visite-là. Donc, une fois qu'on a pris rendez-vous avec le maître d'ouvrage pour la visite, voilà, c'est quelques heures sur place, de préférence au moins avec le service technique qui peut nous guider aussi dans les systèmes énergétiques notamment. Et puis, si possible aussi avec une partie des usagers pour voir sur place en fait quelles sont les difficultés ou les problèmes rencontrés. Donc, en gros, en synthèse, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur place? Il y a pas mal d'aspects techniques dans l'analyse des parois. Alors, les parois, c'est les murs, en quelque sorte aussi les menuiseries, c'est tout ce qui est les rampants, donc tout ce qui est au niveau des combles, les plafonds, etc. Analyse des systèmes énergétiques, chauffage, ventilation, les pathologies, les pans thermiques. Alors, les pans thermiques, globalement, on pense plutôt à des déperditions. Au niveau des pans thermiques, c'est des points froids, entre guillemets, mais aussi ça peut générer des pathologies des pans thermiques par de la condensation, la vapeur d'eau en fait, qui est dans le bâtiment, qui arrive sur ces pans thermiques et qui dégrade voilà, potentiellement l'isolation, par exemple, qui se trouve au niveau des rampants, par exemple, la laine de verre, et puis qui peut aussi faire naître des pathologies, encore une fois, pour les usagers. L'étanchéité à l'air, alors dans ce bâtiment de l'école, c'était un gros point, beaucoup de déperditions d'étanchéité à l'air par voilà, des soucis d'étanchéité au niveau des menuiseries notamment. Confort d'été, on y reviendra tout à l'heure. C'était la remontée de la directrice. L'analyse des consommations. Donc, sur place, on l'a fait en avance de phase. On a préparé la visite, nous, en regardant tout ce qui était consommation électrique, fuel, etc. Et puis, sur place, on regarde aussi avec les systèmes, ce qui permet de diagnostiquer aussi voilà, éventuellement des surconsommations qui peuvent être liées aussi à une panne de ventilation, par exemple. Un manque d'échangeurs, comme il y avait pas en fait, dans ce bâtiment-là. Et puis aussi des pratiques, par exemple, des ouvertures de fenêtres, etc., intempestives ou souhaitées pour des raisons de confort. Les analyses des besoins, voilà, c'est exactement ce que je dis là, les contraintes, les usages, etc. L'étude thermique, ensuite, ça, c'est quand on rentre dans le bureau d'études, on modélise le bâtiment en 3 dimensions. On affecte dans les différentes pièces aussi, par exemple, des consommations, d'éclairage. Donc, ça fait partie des relevés aussi que je n'ai pas forcément détaillé en premier, mais voilà, l'électricité, ce qu'on appelle l'électricité spécifique, donc le chauffage, tout ce qui est rétroprojecteur, les matériels de cuisine, etc. Donc, on les place dans le bâtiment et puis voilà, on sort un certain nombre de paramètres qui permettent d'avoir une lettre de consommation énergétique et puis une valeur aussi de consommation énergétique qui fait état de base de départ. Alors ça, c'est l'étiquette qu'on appelle couramment, par exemple, l'étiquette DPE, qu'on retrouve dans les agences immobilières aussi. Et puis une autre étiquette qui est les gaz à effet de serre, qui compte autant maintenant que la consommation énergétique. C'est-à-dire que si vous avez une très mauvaise étiquette de gaz à effet de serre et une bonne étiquette d'énergétique, c'est quand même les gaz à effet de serre qui l'emportent, quoi. Donc, c'est très important d'axer sur les deux, sachant que les gaz à effet de serre, ça, voilà, c'est principalement impacté effectivement par le système de chauffage. Donc, quand c'est du fuel, on démarre pas très bien, on va dire. Ensuite, on rédige le rapport avec des listes de postes de travaux qu'on va voir dans le rapport, par exemple, de Rohan. Voilà, des listings ensuite des scénarios de rénovation. Alors, nous, on est assez exhaustif dans les scénarios. La réglementation nous en impose un certain nombre qui nous paraît des fois trop faible pour permettre à la maîtrise d'ouvrage d'arbitrer en fait sur différentes options, par exemple 2 options de ventilation. Donc voilà, on est assez exhaustif et puis après on est relativement pédagogique effectivement pour permettre à la maîtrise d'ouvrage vraiment d'orienter son choix in fine. On peut aussi en rajouter voilà, suite à la restitution. On chiffre les travaux et puis les subventions voilà, qui permettent de déduire en fait les coûts globaux des travaux à terme.
La restitution ensuite, une fois qu'on a fait ce travail qui nous prend voilà, quelques semaines quand même, voilà, en moyenne c'est 3 semaines, ouais, à peu près 3 semaines pour une restitution, qui peut se faire en visio ou sur place. Donc nous, on l'a fait en visio pour voilà, de la commodité. Donc là, encore une fois, on essaie d'être vraiment maximum pédagogique dans le rapport pour faire en sorte que les personnes qu'on a en face comprennent de quoi on parle, voilà, et qu'elles soient autonomes en fait aussi dans leur discussion à côté. C'est-à-dire qu'après, il y aura un choix de maîtrise d'œuvre. Voilà. Nous, ça nous paraît hyper important que les gens qui écoutent en face, qui ont demandé cet audit énergétique, puissent porter un discours, puissent arbitrer des discussions, choisir aussi des corps d'état techniques, voilà, en posant des questions éventuellement, en s'assurant qu'il y a des qualités de prestation derrière. Donc, on fait passer beaucoup de choses dans la transmission d'informations qui permettent ces choix. Et ensuite, on peut mettre à jour le rapport, voilà, si dans les évolutions de discussion en interne, ensuite, il y a des arbitrages un peu différents que ce qu'on a mis dans les rapports, c'est tout à fait évolutif. Voilà, donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de dérouler le rapport type, disons, d'une école de Rohan. Je ne sais pas si tu peux le partager, Siloé. Et est-ce que je peux mais je pense que prendre tu la peux main à le ce faire. moment-là? Ouais, Je pense que tu peux. Ouais, vas-y. Normalement, tu as l'autorisation. Partager ton écran. Alors, attends, comment... C'est-à-dire l'autorisation. Normalement, en haut à droite, partage l'écran. Seul l'organisateur et les présentateurs de la réunion peuvent partager. Alors, normalement, afficher, c'est de de mon côté, je peux pas. Ouvrir le bac de partage. C'est pas ça, partage d'écran. Ou je partage le mien en fait depuis mon PC. Oui, c'est ça. Ouais, mais normalement, je t'ai désigné comme. Alors attends, parce qu'il faut que je reprenne le rapport. Ça y est, oui, c'est bon. Ça marche. Bah, sinon, je le fais, Bastien. Ouais, tu le fais parce que sinon, il aurait fallu que je reprenne le rapport. Parce que je ne l'ai pas là. Je l'ai pas m'en donc, occupe. je dois le partager, ouais. Voilà. Tac. Ok. Alors, c'est un peu petit. Je sais pas si tac. Ouais, c'est pas comme ça. Merci. Voilà. Ok. Je passe les pages de garde et j'arrive directement. Voilà. Bon, c'est juste un mot. L'audit qu'on va vous présenter, il a été tronqué exprès pour vous présenter vraiment juste les pages essentielles. Toutes les pages non essentielles ont été supprimées. Donc voilà, la première partie, en fait, c'est pas anodin. Pour nous, c'est le recueil des besoins du maître d'ouvrage. C'est là d'où on part. Donc, encore une fois, ça fait l'état c'est le bilan en fait des plusieurs échanges qu'on a pu avoir avec le service technique et la directrice de l'école. Donc voilà, il y a un certain nombre de faits qui avaient été remontés dans les salles de classe, des hétérogénéités de température, qui ne veut pas dire sensation de froid, mais comme c'est des températures vraiment différentes, c'est l'école est à étage en fait. Donc en bas, il faisait plus froid qu'en haut. Il y avait une question d'exposition aussi qui faisait que les vents dominants rentraient par l'ouest par des fenêtres non étanches et avaient tendance à monter dans le bâtiment et à surchauffer certaines pièces. Tu peux rester sur la page, sur cette page-là, voilà. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bon. Et voilà, donc des fuites d'air importantes, des stores aussi, des stores il y avait pas mal de Velux, mais très haut en fait, qui étaient inaccessibles. Donc des stores qui étaient baissés de manière un peu arbitraire, donc qui limitaient les apports solaires en hiver, et puis à l'inverse, voilà, qui occasionnait potentiellement des surchauffes pour ceux qui n'étaient pas fermés en été. La directrice nous avait dit on aimerait bien avoir des stores électriques, mais ça a déjà été installé, c'est tombé en panne. Voilà, donc c'est aussi un peu ça l'audit, c'est trouver des solutions pérennes dans le temps, voilà, et pas que de la technologie qui peut effectivement tomber en panne, qui soit aussi facile d'utilisation. Il n'y avait pas de régulation de chauffage, par exemple, donc des fois il faisait trop chaud, trop froid, etc. Et puis il y avait aussi une question de réaménagement sur une classe externalisée avec des enfants à mobilité réduite. Voilà, ils ne pouvaient pas rentrer facilement dans l'école. Donc c'est important aussi pour nous de savoir ce cadre-là, parce que dans le cadre d'une rénovation énergétique, on peut aussi être amené à réaménager les espaces et donc en profiter tant qu'il y a des travaux pour faire ce genre de choses. Voilà, donc l'intérêt de l'audit, on a déjà parlé, Tom, tout à l'heure, donc on peut passer. Là, il y a une photo de l'école. Les plans, voilà, tu peux t'arrêter, voilà, juste t'arrêter sur les plans. Donc ça, c'est un exemple de plan de modélisation en fait des deux. Il y a une partie qui manque entre les deux, mais c'est inutile au niveau thermique puisque c'était un préau en fait, voilà, qui est non déperditif puisqu'en espace extérieur avec un grand mur. Voilà, donc il y avait l'école primaire au-dessus, la grande, et puis l'école maternelle en bas, qui était plus récente. Avec l'objectif, c'était d'avoir un système de chauffage commun entre les deux bâtiments.
Sachant qu'il y a 2 chaudières fuel dans le bâtiment d'en bas, nous, on a semblé pertinent d'avoir plutôt un système de chauffage unique aussi pour des questions de coût et de maintenance. Et il y a quand même un réseau à tirer entre les 2 bâtiments. Voilà. Donc ça, c'est précisé dans le rapport d'audit. Ensuite, il y a une partie sur la description des systèmes énergétiques. Donc la chaudière avec tout un tas de paramètres qu'on va chercher. Donc on se met dans les recoins. Donc la régulation par endroit et la ventilation. Alors là, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Ce qu'on appelle une CTA, donc centrale de traitement d'air. Donc il y avait une partie qui ne fonctionnait pas dans l'école primaire avec des grilles qui étaient inopérantes. Donc c'est d'où les sensations d'inconfort, mais pas seulement. Il peut y avoir aussi la qualité de l'air en fait intérieur qui est impactée, avec des composants volatiles, etc., qui ne sont pas forcément très bons pour les occupants. Donc voilà, nous on a mis vraiment l'accent sur la ventilation avec aussi on voit à gauche, en bas à gauche, une extraction, une insufflation d'air, entrée d'air et sortie d'air qui sont voisines. Donc là, c'est pas une bonne idée parce que c'est-à-dire que l'extraction potentiellement avec l'air vicié peut re-rentrer dans le bâtiment. Voilà, donc ça c'est toutes des malfaçons qu'on a listées. Tu peux dérouler. Voilà, c'est une deuxième partie de ventilation dans l'école maternelle. Et voilà, et nous, on a mesuré donc tous les débits et on a regardé dans le rapport, un rapport local qui s'appelle le RSD 56, notamment. Et il y a d'autres rapports aussi réglementaires qui imposent certains débits par occupant. Et donc, on est allé vérifier et globalement, le débit était très, très faible, trop faible dans le bâtiment. Et donc, voilà, déjà, il y a des soucis de mise aux normes en fait de cette ventilation. Et donc, dans le document, on n'a pas forcément l'occasion aujourd'hui d'en parler, mais effectivement, on fait état du nouveau système de ventilation, de son paramétrage, qui n'était pas optimal non plus, parce qu'il n'y avait pas de régulation non plus sur le nombre d'occupants. Et maintenant, on fait des modèles de ventilation qui sont par exemple indexés avec des sondes CO2, donc sur la présence des occupants, par exemple. Donc ça surventile, par exemple, quand il y a beaucoup d'élèves dans une classe. Ça peut surventiler sur les paramètres aussi d'hygrométrie. Donc voilà, c'était pas optimal. On peut aussi coupler au système de chauffage, par exemple, pour préchauffer l'air en hiver qui arrive dans cette ventilation avec le système de chauffage. On peut aussi bénéficier d'un échangeur thermique qui permet aussi de préchauffer l'air entrant, etc., qu'il n'y avait pas là. Donc la ventilation était assez déperditive. On va le voir à la fin dans le bilan en fait, du bâtiment actuel. Donc tu peux dérouler. Il y a ensuite une description des parois du bâtiment avec les planchers bas, comme on le voit ici, avec isolation ou pas. Donc nous, alors au maximum, on va voir dans les murs, dans les parois, où se trouve l'isolation et quel est son état. Donc là, coup de chance, le mur était dégradé, donc on a pu mesurer avec une tige l'épaisseur du polystyrène, voilà. Et donc dans les rampants, si tu déroules encore, je crois que c'est. Non, je l'avais On l'a enlevé. passé déjà, on l'a passé dans les rampants. Alors soit on monte, on a vu dans la partie ventilation, si tu peux remonter vite fait. Il y a des trappes des fois qui permettent d'avoir accès. Voilà, c'est ça. Au type. Alors là, on ne le voit pas bien, mais il y avait de la laine de verre, donc on a pu la mesurer en épaisseur. On a pu regarder son état aussi, puisqu'elle peut se dégrader avec la vapeur d'eau et perdre sa capacité thermique notamment et faire naître des pathologies de moisissure. Donc voilà, on vérifie vraiment de l'intérieur autant que possible par des trappes, par aussi les faux plafonds. Des fois, on les a soulevés, on est allé prendre des photos à l'intérieur avec des chaises et tout. Voilà. Donc, des escabeaux aussi il y a. Donc vraiment, on essaie au maximum d'avoir un contact visuel en fait avec le bâtiment. Voilà, pour une espèce de scanner, voilà, pour voir ce qu'il y a à travers les parois. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on ne fait pas de carottage, etc. On a des modes de calcul en fait qui permettent aussi de faire des hypothèses sur par exemple le système constructif du bâtiment, l'année, etc. Voilà, les menuiseries, là on voit bien qu'il y avait. Et là, j'ai pas appuyé sur celle en bas, en haut à droite, pardon. Elle était comme ça de fait, donc on voit bien les problèmes d'étanchéité à l'air et d'inconfort qui peuvent naître de les Velux dont j'ai parlé. Et voilà, là, il y a un aspect sur vraiment les pathologies du bâtiment. Donc là, on voit une laine de verre qui commence à être dégradée, noircie. Donc c'est les moisissures qui sont arrivées. Il manque aussi des plaques au niveau des rampants, qui montrent aussi qu'il n'y a pas eu de membrane. Alors ça, c'est un peu technique, mais pas de membrane d'étanchéité à l'air qu'on appelle la membrane freine-vapeur, qui fait que toute la vapeur d'eau liée aux activités scolaires est allée dans cet isolant, a traversé ce qu'on appelle le kraft, là, le papier kraft, et donc a dégradé cet isolant qui a perdu de manière assez importante
par endroit seulement en capacité thermique. Donc, par endroit, nous, on l'a regardé. Il y a eu des entrées d'eau aussi liées à des problèmes d'entretien des chenaux qui ont été réglés depuis. Donc, on a mesuré avec des testeurs d'humidité pour voir si c'était en cours. Là, ça aurait été plus problématique ou si c'était résolu. Donc, c'était sec, c'était résolu. Donc, on a identifié par endroit où cette laine de verre, elle était un peu noircie et d'autres endroits où on a émis l'hypothèse qu'elle était en relativement bon état, ce qui nous a permis d'envisager de conserver en fait toute cette partie d'isolation et donc de limiter les coûts de travaux derrière. Donc, d'intervenir plutôt en second temps sur cette partie de toiture qui était plutôt bien, comme les murs aussi qui étaient isolés en polystyrène. Donc, globalement, dans le bâtiment, plutôt une isolation correcte. Donc, ce n'est pas forcément le poste prioritaire pour ce qui est des travaux de rénovation, contrairement à la ventilation, comme on l'a vu. Et aux travaux d'étanchéité à l'air. Voilà, tu peux dérouler. Donc, un problème de condensation sur une fenêtre, les trappes n'étaient pas isolées, encore étanchéité à l'air. Problème d'humidité, tu peux dérouler. Voilà, alors ça, c'est ce que je disais à l'instant. Il y a eu des petites entrées d'humidité. Alors, soit c'est de la vapeur d'eau, vous voyez au niveau du Velux, là, ça peut être la vapeur d'eau du bâtiment qui se concentre sur des points où l'isolation n'a pas été optimale, donc on retrouve des points froids, ça condense et donc ça moisit un peu. Mais ce n'est pas forcément des entrées d'eau par-dessus du toit. À l'inverse, en bas à droite, ça c'était plutôt une gouttière qui n'était pas très bien entretenue. Et donc, il y a une entrée d'eau à cet endroit-là qui a été solutionnée depuis. C'est pour ça que c'est important aussi pour nous d'avoir accès aux informations du service technique, parce que c'est lui qui nous a dit ça, on l'a réglé, voilà, l'an dernier, etc. Donc, c'est OK maintenant. Donc, tu peux dérouler. Voilà, la ventilation, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors ça, c'est aussi un point sur la structure qu'on n'a pas pu identifier sur place. La directrice nous avait dit qu'il y avait un endroit où c'était affaissé. Elle craignait que le chauffage au sol soit impacté par cet affaissement de plancher, en fait. Et donc, comme le chauffage n'était pas en route quand on est arrivé, l'école n'était pas occupée, moi, je suis revenu derrière alors ça était au moment de l'audit de la mairie. Et donc, je suis arrivé avec ma caméra thermique et donc j'ai regardé si le chauffage au sol fonctionnait bien et c'était le cas. Donc, voilà, on est rassuré sur ce point. Il n'y a pas d'impact sur le système énergétique. Voilà, donc un radiateur qui n'est pas optimal, hein, voilà, au niveau de son placement. Tu peux descendre encore. Là, c'est juste un petit chapitre sur les apports, parce qu'on est très orienté aussi biosourcé dans le bureau d'études, facteur écologique aussi, puis facteur de la santé. Donc, on privilégie les matériaux biosourcés qui sont beaucoup plus intéressants aussi pour le confort d'été. Et donc, on arrive au bilan du bâtiment de l'état actuel, en fait, ce qui fait office de point de départ, en fait, pour les subventions aussi, pour savoir d'où part le bâtiment. Donc là, on part d'une étiquette D. Alors, on la voit en haut à gauche, étiquette de performance énergétique. Et on voit ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est en gros la moins bonne des deux étiquettes entre l'étiquette des gaz à effet de serre et l'étiquette de CEP, consommation d'énergie primaire. Voilà. Donc là, on a du D, ce qui est pas trop mal, globalement. Même si on a une chaudière fuel, en fait, le bâtiment étant quand même relativement bien isolé, c'était une bonne surprise. Il n'a pas une consommation forcément très, très importante, compte tenu, encore une fois, alors bien sûr, dans l'absolu, c'est important, mais compte tenu de son volume, ça reste tout à fait mesuré. Donc, l'étiquette est plutôt une bonne étiquette de départ. Et donc, on a visé après les objectifs de consommation des bâtiments tertiaires, comme disait Tom, par rapport à la surface, au fameux 1000 mètres carrés. Il y a certains objectifs, 2030, 2040, 2050, qu'on a chiffrés, en fait, sur la base du niveau réglementaire. Et donc, dans les scénarios de travaux, on a cherché, alors, si possible, 2050 pour être tranquille, en fait, pour avoir des travaux pérennes et ne pas avoir à réintervenir ensuite sur le bâtiment avec de nouveaux déplacements, de nouveaux coûts, etc. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on était plutôt bien placé pour ces objectifs de décret tertiaire avec ce qu'on proposait comme optimisation. Le dernier point, c'était toute l'analyse des factures, qui était juste un peu au-dessus de… Voilà, c'est ça. L'analyse des factures. Alors voilà, on a des référentiels aussi qui permettent de jauger un peu comment se situe la facture énergétique par rapport à ce type de bâtiment et de faire des recommandations, par exemple par rapport à la régulation, au système de ventilation qui peut préchauffer l'air, etc. Ce que je dis tout à l'heure. Donc tu peux descendre. Voilà. Là, il y avait juste un rappel du bilan avec un diagramme du bilan thermique du bâtiment. Là, on voit qu'il y a une grosse partie de perte par l'étanchéité à l'air. Donc, ce qu'on a vu sur le terrain, on a pu le vérifier au niveau du calcul thermique. Et puis, une perte aussi, alors ça, c'est assez surprenant, mais il y a un bon tiers, en fait, par la ventilation. Mais de fait, elle n'était pas optimale, encore une fois. Il manquait un échangeur thermique pour préchauffer l'air en hiver, ce qui fait que l'air d'hiver, il arrivait à température d'extérieur.
Et donc, voilà, ça a fait exploser en fait la déperdition par la ventilation. Donc, voilà, c'était vraiment 2 gros postes de travaux qu'on a recommandés aussi dans les petits, voilà, les avis qu'on a donnés sur ce qui était voilà, très bon dans le bâtiment, moyen ou pas bon du tout. Bah, le pas bon du tout, ça fait office de poste de travaux ensuite que va décrire Tom sur le changement du système de chauffage, les fortes déperditions par étanchéité à l'air, et puis la régulation de température, par exemple, qui n'était pas accessible en fait par les usagers. Voilà, donc Tom, je te laisse pour la suite, donc les postes de travaux et les scénarios, notamment le chiffrage. Merci Bastien. Oui, donc le principe après sur l'audit, c'est déjà de lister les travaux qui sont opportuns pour le projet. Donc là, l'idée, c'est d'être relativement exhaustif et d'étudier toutes les pistes qui méritent de l'être, et donc de lister un petit peu indépendamment chaque type de poste de travaux qui peuvent être menés. Donc là, il y avait eu tout un tas de travaux proposés. Alors, je les ai pas tous mis, mais c'était pour vous montrer ce qu'il y avait dedans. Donc là, par exemple, il y avait le remplacement de certaines portes-fenêtres sur la partie primaire parce qu'elles étaient euh, vieillissantes et plus très étanches. Donc, il y a les recommandations techniques vis-à-vis de ce remplacement-là pour derrière établir le cahier des charges auprès des entreprises, une estimation des coûts de travaux et puis éventuellement quelques commentaires spécifiques sur certains éléments. Et donc, chaque poste de travaux va être décrit de cette manière-là, avec ici, par exemple, on avait fait une proposition en aérothermie, pompe à chaleur. On avait fait une proposition d'isolation de la toiture par l'extérieur sur la partie primaire. On avait fait une proposition photovoltaïque, sachant qu'en plus, le photovoltaïque, il y a maintenant des possibilités d'autoconsommation partagée sur les collectivités où, par exemple, le bâtiment de l'école peut être un bâtiment producteur et peut alimenter d'autres bâtiments dans un giron de 2-5 km selon les cas, pour alimenter d'autres bâtiments. Donc aujourd'hui, Enedis a ouvert un petit peu des perspectives sur les autoconsommations partagées dans les collectivités. Voilà, on avait fait une proposition aussi, une variante géothermique, et puis on avait fait tout un tas d'autres postes de travaux. Vous voyez, on va jusqu'à U15, donc je les ai pas tous mis, mais voilà, c'est pour juste vous présenter le formalisme un petit peu de chaque poste de travaux. Et après, l'idée, c'est que grâce à tous ces postes de travaux-là pris indépendamment, on ait un bac à sable qui permette de constituer des scénarios de travaux, qui permettent d'établir une stratégie sur comment rénover le bâtiment, soit de manière globale, soit en étapes, d'envisager des scénarios qui se suivent pour envisager des travaux sur le long terme, ce qui est plutôt le cas sur l'école de Rouen, où il y avait vraiment des travaux à faire rapidement, des travaux pertinents et de mise en conformité, notamment au niveau de la ventilation, pour poser vraiment déjà une première base, et une seconde phase de travaux potentiels avec la révision de la toiture, l'isolation de celle-ci, la mise en place de panneaux photovoltaïques, mais quelque chose qui s'imposait pas forcément dès aujourd'hui, mais qui pouvait être fait dans un second temps. Et donc les scénarios, après, l'idée, c'est de constituer les scénarios avec la collectivité pour présenter des stratégies sur comment mener la rénovation. Donc là, il y avait eu un premier scénario où on changeait les fenêtres, où on refaisait un peu d'isolation de plafond, on changeait les éclairages, enfin on repassait en éclairage LED, on remplaçait les centrales de traitement d'air et on essayait d'optimiser l'étanchéité à l'air, élément relativement complexe et aléatoire, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était quand même de traiter le poste. Et donc ça formait le premier scénario avec les différents niveaux de performance énergétique. Ça nous permettait de gagner une lettre, d'atteindre les objectifs du décret tertiaire 2040. Ici, voilà, on vous présente la facture énergétique projetée avec les économies réalisées, l'estimation des coûts de travaux, l'estimation des subventions qu'on peut avoir et du coup, entre guillemets, la rentabilité financière du projet. Donc, chacun des scénarios est présenté de cette manière-là, avec voilà, les nouvelles répartitions, les nouveaux camemberts de répartition. Et donc, chaque scénario se présente comme ça. Ici, vous avez un bilan. Donc, je passe, je ne vous en présente qu'un seul, mais ici, vous avez le bilan des différents scénarios. On retrouve ici sur les colonnes les différents scénarios. Le scénario 1, c'est celui que je venais de vous présenter. Le scénario 2, on venait rajouter la pompe à chaleur aérothermie. Le scénario 3, ici, on venait rajouter la géothermie. Le scénario 4, on faisait aérothermie plus remplacement isolation du toit. Et 5e scénario, on venait rajouter le photovoltaïque. L'idée étant voilà, de pouvoir arbitrer, par exemple,
exemple, les scénarios 2 et 3 enfin 1, 2, 3 permettaient de comparer les 3 systèmes de chauffage, fuel, aérothermie, géothermie, et de pouvoir arbitrer après, derrière, avec la collectivité sur qu'est-ce qu'on retient. Donc, voilà. L'idée étant d'être suffisamment exhaustif dans les scénarios pour qu'on puisse répondre à l'ensemble des questionnements de la collectivité. Et ici, vous avez un autre tableau, pareil, qui permet de comparer les scénarios entre eux. Alors, cette fois-ci, ils sont en ligne. Vous voyez à chaque fois les résultats essentiels de chaque scénario pour rapidement les comparer entre eux et pouvoir discuter lors de la restitution voilà, des inconvénients, avantages de chaque scénario. Donc voilà un petit peu globalement. Puis bon, forcément, vous avez une conclusion écrite de l'étude. Et sachant que c'est pareil, un audit doit se vouloir évolutif si vraiment on veut que ce soit un réel outil à la décision. Il doit pouvoir être amené à évoluer. À la fin de la restitution, en général, on fait une mise à jour d'ajustement en fonction de la discussion pendant la restitution pour l'améliorer. Et l'objectif aussi, pour un auditeur conseil, en tout cas, c'est de se dire que l'audit ne va pas finir dans un tiroir et qu'il sera plus jamais ressorti de ce tiroir-là, ou alors il faut que si 2 ans plus tard, on le retire du tiroir, il faut qu'on soit capable de le réactualiser, de pouvoir le réutiliser. Ça ne doit pas être un document perdu au fond des archives d'une collectivité, ça doit être un outil qui peut servir sur le long terme. Donc voilà un petit peu pour la présentation d'un audit tel que l'on le fait chez ID. On n'a pas le temps de rentrer plus dans les détails, mais voilà un petit peu brièvement un petit peu comment il est constitué. Et donc je vais laisser la main à Siloé pour la suite de la présentation. Merci à tous les deux, c'était quand même déjà bien détaillé. Merci beaucoup. Je crois qu'entre-temps, Monsieur Lemans nous a rejoint, le maire de la commune de Rohan. Bonjour à tous. Navré du retard, effectivement. J'ai été retenu ce matin tôt sur la commune et voilà, je suis arrivé avec 10-15 minutes de retard, mais je suis là. Merci. Alors, est-ce que vous voulez bien nous expliquer, après voilà, cette présentation détaillée de l'audit, comment s'est déroulée la restitution de l'audit et comment voilà, vous vous êtes approprié ce document, comment vous avez fait votre choix En réalité, ça a été plutôt simple parce que effectivement, au-delà du programme technique que j'ai à titre personnel survolé, puisque voilà, ce sont des données qui sont très techniques et pas forcément très lisibles si on s'y connaît pas. Mais par contre, sur les scénarios, c'est vraiment là l'élément vraiment central, puisque c'est un vrai outil d'aide à la décision pour nous élus, qui comporte tous les paramètres finalement dont il faut qu'on tienne compte dans notre décision. Et c'est ça, je pense, qui fait vraiment l'intérêt de l'audit énergétique, c'est que avant l'intervention du cabinet, là en l'occurrence, on intervenait régulièrement sur le bâtiment, mais c'est une forme de saupoudrage finalement, puisque on intervient quand on nous signale un problème, donc on règle ce problème, mais là on a vraiment une appréhension globale du bâtiment et de l'ensemble des données. On a bien vu qu'il y a, si on change un paramètre, il y a un impact sur tous les autres, et donc il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Et donc ça, c'est vraiment la grande force de pouvoir faire un audit énergétique. Et donc après, il suffit de se mettre finalement autour de la table avec les élus, d'examiner les possibilités et puis d'opter pour celle qui correspond le plus, d'une part aux finances municipales, puisque c'est quand même le nerf de la guerre, et surtout pour des petites communes rurales comme Rohan, mais pas que, d'une manière générale. Et puis ensuite, il y a aussi derrière, finalement, presque un message d'ordre politique, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on veut faire pour cette école, quelle est l'image qu'on veut donner, jusqu'où on veut aller dans la rénovation énergétique. Et donc, voilà, on a vraiment tous les aspects qui sont à notre portée. C'est vrai que c'est assez clair, assez pédagogique aussi, donc ça, c'est un gros avantage finalement pour ces prises de décision. Est-ce que Gwenolé ou bien Bastien, Tom, vous voulez ajouter quelque chose sur voilà, ce moment de restitution vous disiez que c'était important de vulgariser un document très technique et d'avoir ce moment d'échange pour de revenir dessus aussi après. Oui, nous, c'est vrai que je reviens à la différence entre l'audit réglementaire et l'audit conseil. L'audit conseil, lui,
le moment pivot, ça va vraiment être la restitution, parce qu'il faut qu'à la sortie de cette restitution, le porteur du projet ait suffisamment compris l'audit pour qu'il ait assimilé les différents résultats qu'on peut lui, enfin, et puis les différentes stratégies qu'on peut lui proposer pour qu'il puisse prendre une décision en toute connaissance de cause. Il ne faut pas que ça soit subi et que finalement ça soit un choix par défaut. Il faut que, que le porteur de projet ait compris les avantages, les contraintes du scénario qui est retenu et du coup puisse derrière initier le choix de la maîtrise d'œuvre, les travaux, de lancer les travaux et de faire l'exploitation après du bâtiment et de bien avoir assimilé toute la suite qui s'engage parce que l'audit, derrière, normalement, engage des travaux et des complexités de travaux assez lourdes. Et donc, il ne s'agit pas de prendre cette décision-là trop hâtivement et sans en avoir intégré la totalité des conséquences. Donc, moment très important, à mon avis, pour moi, la restitution. Et alors, pour finir, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner sur la manière de trouver son auditeur, s'assurer d'avoir un audit complet, utile? Peut-être Tom ou Bastien? Ouais, je vais reprendre encore la parole dans ce cas-là. Ouais. Alors c'est surtout moi vis-à-vis des quatre encarts verts en bas que j'ai listés, qui selon moi, voilà, si je devais accompagner une collectivité en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage pour la sélection d'un auditeur, c'est ces éléments-là que je ferais afficher dans l'appel d'offres. Donc déjà on va dire sur le devis en tant que tel proposé par le bureau d'études, il faut à tout prix qu'il réponde au cahier des charges de l'ADEME, ça c'est la base. Enfin, je veux dire, normalement c'est un incontournable. Derrière, je pense aussi qu'il faut demander plus de 3 scénarios parce que la réglementation nous impose 3 scénarios de travaux et très souvent c'est insuffisant à mon sens pour aller chercher de l'exhaustivité, pour correctement comparer les choses. Et donc il faut que dans le devis apparaissent plus de 3 scénarios de travaux. Il faut potentiellement aussi, c'est quelque chose qui arrive, nous, à l'époque de l'étude de Rouen, ce n'était pas encore intégré dans notre rapport, mais maintenant ça l'est, c'est de faire des études en coût global, donc c'est-à-dire d'intégrer sur 30 ans les coûts d'exploitation et de maintenance des éléments pour vraiment avoir une stratégie aussi financière sur du long terme et vérifier que la solution retenue est bien pérenne dans le temps, ce qui remet en question parfois certaines stratégies de l'État sur la pompe à chaleur tous azimuts, par exemple, où l'étude en coût global peut démontrer que ce n'est pas toujours une bonne idée. La pompe à chaleur peut être une très bonne idée, mais pas forcément systématiquement en tout cas. Et il faut que l'auditeur puisse lister très clairement dans son devis toutes les missions qu'il va mener, notamment les missions, si vous cherchez un audit conseil, il faut qu'il vous liste très clairement les éléments de restitution et de mise à jour de l'étude en fin d'étude. Il faut que vous demandiez aussi des références similaires, donc entre 3 et 6 références de projets similaires qui auraient été menés par le bureau d'études et qui auraient abouti en indiquant des indicateurs de performance qui sont réalisés. Donc, globalement, un auditeur, il doit être capable de vous dire, on a accompagné un projet sur de la rénovation, l'audit et la rénovation qui suivait, entre guillemets, et l'auditeur doit être capable de pouvoir faire une photo avant et après travaux. Parce que si vous avez un auditeur qui fait que des recommandations, mais qui ne met jamais les pieds sur un chantier, pour lui, c'est très compliqué, à mon avis, de pouvoir faire des vraies recommandations dignes de ce nom sans avoir la réalité du terrain. Donc, à mon avis, ça, c'est important de demander ça et puis de demander un audit type pour juger de, est-ce que la trame de l'audit qui va vous être présentée, est-ce qu'elle vous paraît suffisamment claire et pédagogique pour être assimilée dans un second temps. Sur les compétences du bureau d'études, il faut qu'il soit certifié RGE. Donc, la certification RGE la plus commune, c'est l'OPQI BI 1905, mais il y a des équivalents chez l'AFNOR, etc. Il faut, à mon avis, aussi qu'un auditeur, en tout cas sur un audit conseil, il faut qu'il ait des compétences de maîtrise d'œuvre générale dans le bâtiment. Un auditeur, aujourd'hui, sur la rénovation énergétique, va forcément
induire des travaux très conséquents sur un bâtiment. Et donc, il doit avoir des notions très claires sur le bâtiment pour pouvoir anticiper des complexités architecturales, des complexités techniques, etc., pour que les préconisations de travaux qu'il fera dans son audit soient tout simplement réalisables. Et malheureusement, on voit encore trop d'audits où on voit des scénarios un peu simples qui disent bon bah voilà, on isole le toit, on met une pompe à chaleur et puis on change la ventilation et puis on y va comme ça, et sans s'assurer de la faisabilité technique à minima de ce genre de projet. Donc, à mon avis, un auditeur doit pouvoir maîtriser en fait la maîtrise d'œuvre qui vient derrière sur la partie travaux pour pouvoir avoir un pied sur le terrain, sur la phase chantier, pour vraiment être d'autant plus pertinent sur la phase de recommandation au départ. Troisième compétence éventuellement, alors celle-là, elle est plus optionnelle, mais elle peut être gage de qualité, c'est d'avoir un bureau d'études qui est capable de faire du schéma directeur immobilier et énergétique. Un schéma directeur, globalement, l'idée, c'est de pouvoir avoir une vision très globale sur l'ensemble du patrimoine d'une collectivité. Et finalement, si je schématise, c'est de faire l'audit de tous les audits de chaque bâtiment et de faire une stratégie globale sur l'ensemble de la collectivité pour trouver les synergies entre les bâtiments, trouver les synergies entre les différentes strates de collectivité, entre PCI, communes, etc., pour voir les synergies qu'il peut y avoir entre les différentes compétences. Et puis de pouvoir du coup avoir un raisonnement, une programmation de travaux beaucoup plus globale que sur chaque bâtiment pris individuellement. Donc ça peut être aussi une très bonne compétence sur le sujet qui peut être gage de qualité, à mon avis, auprès de l'auditeur. Et quatrième point, souvent oublié dans les appels d'offres, mais qui me paraît essentiel, c'est quelle est la philosophie finalement du bureau d'études. Et il y a pour moi des éléments essentiels à respecter pour que ce soit pertinent. Il y a l'impartialité, ça paraît bête dit comme ça, mais il y a beaucoup de bureaux d'études, surtout dans le génie climatique, qui finalement sont souvent de facto maqués avec des industriels du génie climatique. Et donc, en termes d'impartialité, je trouve ça un peu limite parce que ils vont potentiellement recommander des choses qui sont dans leur intérêt, pas forcément dans l'intérêt de la collectivité. Donc, faites très attention à ça et demandez bien de l'impartialité auprès du bureau d'études. Il faut qu'il puisse qu'il travaille dans l'intérêt du porteur de projet et pas dans l'intérêt d'autres intervenants éventuels du projet. Il faut qu'il soit exhaustif. On en a déjà beaucoup parlé, mais voilà, il faut pouvoir étudier toutes les possibilités pertinentes sur le projet. Il faut qu'il soit pédagogique et qu'il ait une capacité d'accompagnement. Donc, il faut potentiellement, l'idéal, c'est d'avoir un bureau d'études qui fait aussi de la formation, qui est habitué à dispenser de l'information et de former éventuellement des personnes. Il faut qu'il ait une vision sur le long terme pour pas juste s'arrêter à très souvent. Alors, c'est d'autant plus vrai dans le tertiaire privé que pour les collectivités, mais on s'arrête vite à une rentabilité sur 5 ans et tout ce qui est au-delà, on ne s'en préoccupe pas. Non, il faut vraiment qu'on essaye d'avoir une vision très long terme parce que de toute façon, un bâtiment, ça se gère sur 30, 40, 50 ans. Et donc, il faut s'assurer que l'auditeur ait une vision à long terme. Et à mon avis, il faut aussi qu'il y ait une vision locale. Il faut que l'auditeur ait une connaissance du contexte local sur quel est le niveau de tension des maîtres d'œuvre, quel est le niveau de tension des entreprises du bâtiment, quelles sont les subventions existantes sur le territoire, quelles sont les opportunités territoriales sur voilà, j'en parlais tout à l'heure, différentes strates de collectivités, entre notamment EPCI et communes, où moi j'ai un cas par ici où il y a un réseau urbain qui est porté par une commune et qui peut alimenter des bâtiments qui sont sous la compétence de l'EPCI. Et donc, c'est important de savoir qu'il y a un projet de réseau urbain pour pouvoir faire un audit digne de ce nom sur les bâtiments de l'EPCI. Parce que voilà, si on se raccorde sur le réseau urbain, ça change complètement la phase de l'audit. Donc, il faut quelqu'un qui connaisse le contexte territorial pour dire, voilà, là, idéalement, dans un cas idéal, on aurait pu proposer tel type de travaux, mais au vu du contexte territorial, on ne peut pas se permettre de travailler comme ça parce qu'il n'y aura pas d'entreprise pour répondre ou parce que, ou parce qu'il n'y a pas les matériaux sur place pour pouvoir le faire. Et donc, c'est important aussi que l'auditeur soit au courant du contexte.
Et pour finir, chose que je n'ai pas affichée à l'écran, mais parce qu'avec toute cette réflexion qu'on a eue avec EduRénov et avec Rohan ces dernières semaines, nous, alors donc je me fais un petit 2 minutes de pub, mais je ne pensais pas que les collectivités avaient un besoin aussi prononcé sur être accompagné pour bien sélectionner un auditeur. Et donc, on a décidé, nous en interne, parce que nous, on travaille avec un centre de formation qui est Calliope, et donc on a décidé de monter une formation qui permettrait aux collectivités, en distanciel ou en présentiel, de pouvoir justement faire tout le travail qu'on a fait ce matin en 1 heure, de plutôt le faire sur une journée, et de vraiment poser les bases pour une collectivité, en amont de faire les audits, de savoir voilà, comment on positionne une stratégie générale du patrimoine et de l'énergie, on va dire un début de schéma directeur finalement, pour derrière savoir comment aller solliciter un auditeur, mais pas que, aussi comment aller solliciter un maître d'œuvre pour faire de la rénovation énergétique, comment solliciter les entreprises, comment agencer et programmer ces éléments-là. Et donc, on est en train de mettre en place ce genre de formation. Cette formation doit exister aussi dans d'autres centres de formation potentiellement, j'imagine. Mais voilà, ça peut être aussi une autre manière aussi d'anticiper finalement une stratégie de rénovation et une sélection d'un auditeur, parce que il y a plein d'autres auditeurs qui doivent travailler, qui travaillent tel que nous, en tout cas, on travaille. Et donc, il y aura il faudra que vous puissiez sélectionner correctement les choses. Donc voilà ce que je peux vous en dire sur comment retenir un auditeur, en tout cas de ma vision. Attention, c'est la vision que peut avoir notre bureau d'études sur la question, sur l'audit énergétique. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Tom. On arrive à la fin du webinaire. Je voulais vous laisser la possibilité de poser vos questions si vous en avez parmi les personnes connectées. Juste, Siloé, je voulais juste quand même préciser aussi que voilà, il y a des structures locales qui peuvent accompagner aussi les collectivités dans toute cette réflexion. Alors, c'est structuré très différemment selon les territoires, hein, selon un petit peu le caractère volontariste des territoires sur ces thématiques. Mais voilà, il y a les agences locales de l'énergie qui sont présentes sur beaucoup de territoires et qui peuvent accompagner les collectivités sur toute cette réflexion, les syndicats d'énergie, et puis il y a également voilà, les EPCI, notamment via le programme ACTE ou par le biais souvent de conseillers en énergie partagée qui peuvent être présents au sein des collectivités, et que ça peut être aussi une bonne porte d'entrée aussi pour engager ces réflexions-là et pour être conseillé sur la question du recrutement d'auditeurs. Des fois, il peut y avoir aussi des partenariats avec des bureaux d'études qui peuvent exister au sein d'agences locales de l'énergie, je pense. Donc, ça peut aussi être une porte d'entrée de se rapprocher de ces structures qui connaissent très bien en général l'écosystème local de la rénovation énergétique. Oui, tout à fait. Et j'ai vu une question dans le chat sur le cahier des charges type. Effectivement, il y a le cahier des charges de l'ADEME ou alors celui de l'ACTE, ACTEE, qui est sur une base ADEME, mais qui est un petit peu plus poussée, qui est intéressant déjà pour poser les bases techniques. Mais attention, ça va pas forcément, ça va vous amener vers un cahier des charges très clair sur un audit réglementaire, mais c'est très peu cadrant sur la partie conseil, finalement, sur toute la partie, si je schématise, la partie pédagogique est très peu traitée dans le cahier des charges de l'ACT ou de l'ADEME. Et donc, c'est tous ces éléments-là, si vous voulez vraiment être bien accompagné, il faut que vous rajoutiez des éléments de précision en plus de ce qui a déjà été écrit par l'ADEME pour avoir quelque chose de cohérent. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, je voulais vous rebondir sur ce que tu disais, Tom, en dernier. Il y a le programme ACTE fait sur la question de la stratégie patrimoniale. Si vous ne savez pas par où commencer, si vous n'avez pas identifié un bâtiment, il y a un webinaire la semaine prochaine sur les stratégies de rénovation du bâti scolaire. Donc, si ça vous intéresse aussi, je vous enverrai le lien.
Alors, il y a une question sur le coût de l'audit. Est-ce que c'est une information qu'on peut partager? Peut-être, Monsieur Le Mans. Oui, alors ce qui me concerne, oui, il y a pas de souci, mais je vais me tourner vers Gwenolé parce que je m'en souviens plus, tout simplement. On a tellement de choses parce que la commune d'Oran est petite ville de demain aussi, et c'est vrai qu'on a pas mal d'études et d'appels d'offres là qui se télescopent, et j'avoue que je sais plus le montant exact, j'ai peur de dire des bêtises. Peut-être Gwenolé, tu as ça sous la main? Ah, on t'entend pas, Gwenolé, Gwenolé, tu as ouais, oublié ton faut que tu ouvres micro. ton micro. Donc nous étions à 6 282 € hors taxe sur l'audit de l'école. Donc voilà, c'était plus ou moins dans le... C'était pas confidentiel Non, il n'y a pas de souci. Non, voilà, du coup, ça fait aussi partie du critère de choix. Et puis, de toute façon, c'est sur des audits énergétiques de bâtiments tertiaires. On est souvent autour de, voilà, disons, sur ceux que j'ai vu passer, entre 6 000 et 10 000 € un petit peu selon la taille des bâtiments, quoi. Sur des bâtiments, enfin, je ne sais pas si c'est un petit peu un ordre d'idée que vous partagez, Tom et Bastien. Ouais, c'est ça. Sur le tertiaire, c'est assez variant sur les tarifs en fonction de la taille du bâtiment, de l'usage du bâtiment. Par exemple, pour avoir fait des piscines récemment, c'est nettement plus complexe, donc c'est forcément un peu plus cher sur des piscines. Et puis, ça dépend aussi de la complexité architecturale aussi sur certains bâtiments à caractère patrimonial ou avec vraiment des formes géométriques un peu complexes. Ça peut faire varier un peu les tarifs. Et donc, effectivement, on peut passer pour un bâtiment résidentiel, on peut aller de 1000 jusqu'à peut-être 20 000 € sur des bâtiments très, très complexes. Donc, après, là, c'est difficile de poser un chiffre très clair. Mais bon, c'est dans ces ordres de grandeur-là. Il y a une question de la commune de Calac, je crois, qui demande si vous avez fait, Gwenolé peut-être, si vous avez fait vous-même le cahier des charges pour la consultation de l'audit. Alors, c'est un petit peu particulier parce que moi, je viens d'un petit peu d'écosystème de la rénovation énergétique. Donc, on a consulté différents bureaux d'études voilà, où j'avais des échos, de bons échos. Et ensuite, c'est le critère prix qui a déterminé un petit peu le choix sur le choix du bureau d'études avec lequel on avait travaillé, quoi. Mais effectivement, voilà, sans connaissance un petit peu sans référence et connaissance de bureaux d'études, locaux, mieux vaut effectivement lancer une petite consultation. Je pense que c'est le plus intéressant et avec une petite mise en concurrence des bureaux d'études. Et pour financer votre étude, je crois que tu le disais en introduction, vous êtes passé par le programme Sequoia adapté, puis ensuite le Oui, programme. tout à fait. Le programme Acté, enfin, le Pontivy Communauté était lauréat du programme Acté Sequoia, ce qui permettait de financer, de cofinancer les audits à hauteur de 50%. Et donc, le programme Acté Sequoia arrivait à son terme au 31 décembre 2023. Et par ailleurs, la commune de Rouen, de manière mutualisée avec l'autre commune Petite Ville de demain de l'intercommunalité, a candidaté au programme Acté Fonchène, qui permet donc à la fois le financement d'audit, également le financement de tout ce qui est études de maîtrise d'œuvre, le cofinancement, et également, enfin voilà, ça peut aussi être le cofinancement de ressources humaines, d'économies de flux. Donc il y a différents lots dans ce programme, dans ce fonds chaîne, et c'est un petit peu à la carte, hein, voilà, selon les besoins des collectivités, la taille des collectivités. Donc j'invite les collectivités qui ont des projets ou qui souhaitent agir de manière forte là-dessus à candidater. Mais peut-être ça fera l'objet d'un autre Ouais, webinaire. c'est très bien, notre webinaire avec Acté. Ouais. Sachant que voilà, il y a le fonds Acté, effectivement, mais il y a aussi des fonds spécifiques à chaque région, département. Enfin, c'est là où c'est pareil, c'est assez délicat parce que c'est pas uniformisé nationalement. Parce que nous, au niveau de la région Normandie, par exemple, la région Normandie finance une partie de l'audit. Il y a aussi certaines régions sur les fonds ADEME où il y a toujours des financements sur les audits aussi. Donc là, ça dépend vraiment, en fonction des collectivités, les subventions peuvent être amenées à évoluer. Il peut y avoir différentes sources
de financement. Et sachant aussi que l'audit, si derrière vous faites des travaux, l'audit peut être intégré dans le coût des travaux, parce que c'est un frais induit des travaux finalement, et peut toucher des subventions travaux du même temps. Donc sur des projets où il y aurait voilà, une certitude de faire des travaux, vous pouvez avoir une certaine certitude à avoir des subventions sur l'audit de cette manière-là aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression. Alors merci. Je vais vous partager de toute façon le support de présentation et on va vous partager aussi le rapport de l'audit énergétique si vous en êtes toujours d'accord, Monsieur Lement, mais version anonymisée. Comme ça, vous pourrez Voilà, avoir voilà, un cahier des charges. aucun souci. Et puis, bah, faut pas hésiter, hein, si jamais il y a d'autres questions qui viennent, vous pouvez contacter la mairie de Rohan. On s'efforcera de répondre ou de vous renvoyer vers Gwenolet qui vous répondra de toute façon. Non, je plaisante bien sûr, mais voilà, faut pas hésiter. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup pour votre présence. Au Avec revoir, plaisir. merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.